Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo. Nous sommes aussi au Centre d'ingénierie de la santé des écoles des mines à Saint-Étienne. Je suis Bruno Salgue et je suis enseignant de ce centre. Et à côté de moi, j'ai le professeur Ben Abdallah, qui est de l'université de Tlemcen. Merci Bruno. Oui. Donc أولا السلام عليكم وأشكر الأستاذ زروق على الدعوة إلى المشاركة في أول ملتقى حول التطبيب عن بعد الذي تنظمه la société algérienne en télémédecine et e-santé. Donc cette vidéo comporte essentiellement deux parties, l'une présentée par le professeur Bruno sur l'état de l'art et l'avenir de la télémédecine à travers le monde, et une partie présentée par moi-même, et donc qui fait un état de l'art sur la télémédecine et la pratique télémédicale au niveau du CHU et de l'université de Tlemcen, ainsi que les perspectives. Voilà, donc Bruno, tu commences. Alors, ce que je voudrais vous dire, et c'est dans la slide numéro 2, et vous le verrez après dans la slide numéro 3, c'est que la télémédecine, c'est quelque chose de déjà ancien. Dès les années 1906, on a pris une première transmission de électrocardiogramme, et c'est devenu le Cardioton, qui est la slide numéro 3, dans lequel je vous présente ici. Donc pour la télémédecine, c'est quelque chose d'assez ancien, et qui s'est mis en place relativement progressivement. Aujourd'hui, une des caractéristiques de la télémédecine, et c'est la slide numéro 4, c'est qu'on a défini des types de télémédecine, on en a défini 5 principalement. La première, c'est la e-consultation. La deuxième, c'est la e-expertise. Le troisième, c'est le suivi à distance de personnes malades. La quatrième, c'est l'assistance à distance de personnes malades. Et la cinquième, c'est les situations de crise et les situations d'urgence. Et maintenant, on va en rajouter d'autres, puisqu'on aura des nouvelles applications de la télémédecine. La slide numéro 5 vous explique pourquoi que dans de nombreux pays comme la France ou comme au Canada, on a introduit des lois sur la télésanté. Dans ces lois, on a une autorisation explicite d'échange, des systèmes d'identification et d'identification des patients, et le respect de la règle PAIN, privacy, identification et non-répudiation, ce qui fait que la e-santé est devenue un équivalent du commerce électronique. La naissance en France du dossier patient, comme au Canada par exemple ou en Grande-Bretagne, va permettre aujourd'hui de faire la télémédecine. Et il faut vous dire que l'Europe aujourd'hui élimine la télésanté à du commerce électronique. La slide numéro 6 vous donne des principes de base de ce genre de choses. L'approche c'est James. James, parce que l'on va d'abord acquérir les données, et on va avoir des systèmes différents, et on aura 4 systèmes différents qui vont s'intégrer à la télémédecine. Le premier système, et c'est la slide numéro 7, c'est l'acquisition, c'est le get. La deuxième partie, c'est l'enjoy, j'améliore. Les pixels de votre radio, c'est incompréhensible. Voir la radio, après, ça devient compréhensible, c'est la phase enjoy. Maintain, c'est la phase de maintenance, de transmission. Et enfin, la phase de partage. La slide numéro 8 vous montre quelque chose de particulier, c'est que, en gros, dès que l'on va construire un processus de télémédecine, on aura exactement le même processus en business. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Commission européenne a dit que la télésanté, il n'y avait pas beaucoup de différence qu'avec le système de management, on est dans les mêmes approches. Deuxième point important aujourd'hui de la télémédecine, c'est qu'on va chercher à faire du suivi tout au long de la vie, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort de la personne, et on va essayer de mélanger 3 informations, les diagnostics successifs, l'information que l'on a sur le patient, et les médicaments et les thérapeutiques que l'on a appliqués au patient. Et ça, c'est la slide numéro 9. La slide numéro 10 vous présente autre chose d'assez important, c'est qu'on va relever dans le système un élément médical de base, c'est-à-dire l'élément médical de base en anglais s'appelle EMR, Electronic Medical Records, et qu'on va le voir de différentes façons. On va le voir selon que l'on est médecin comme Electronic Health Record, selon que l'on est patient comme Personal Health Record. Et donc c'est la même vue de la même information, un peu transformée, qui va permettre d'être vue de différentes façons. L'autre élément important aujourd'hui que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est l'arrivée de nouvelles technologies. La slide 11 vous explique l'exemple d'une d'elles, c'est-à-dire qu'avant nous avions des radios, et nous avions des capteurs, qui étaient des capteurs de type image, et on faisait des radios sur des films. Aujourd'hui, on va faire des radios sur autre chose que des films, on va faire des radios directement numériques. Qu'est-ce que ça permet de faire des radios numériques? Ça permet de faire beaucoup de choses. Slide 12, on va voir qu'on va pouvoir mettre l'un sur l'autre des différentes imageries médicales pour améliorer le diagnostic.
Et ça, c'est quelque chose d'important. La slide 13 va vous montrer qu'on va pouvoir annoter l'information médicale, mais la slide 13 vous montre aussi qu'on a quelques limites, parce que selon les têtes d'image que l'on va utiliser, selon les générations de matériel qu'on va utiliser, on n'aura pas la même image, et donc ça va être difficile de faire le diagnostic, et le diagnostic est relativement lié au matériel que l'on va utiliser. La slide 14, je voudrais vous faire toucher du doigt un autre problème, c'est qu'il faut pouvoir reconnaître, identifier le patient et identifier les médecins, et pour ça, la fameuse approche PEN que je vous ai parlé tout à l'heure, pour ça, on va utiliser des cartes, des systèmes de cartes. Là, vous avez l'exemple des systèmes de cartes que l'on va pouvoir utiliser plus tard, hein. Mais auparavant, on va avoir des systèmes qui vont être relativement différents avec des systèmes de vendeurs spécifiques aux vendeurs, et on va pouvoir élargir la transmission. Auparavant, la transmission de la radio se faisait juste à côté. Maintenant, la transmission de la radio se fait à distance, et on va pouvoir avoir des réseaux de PAX. On a d'autres exemples de télémédecine. L'exemple de la slide 15, c'est la télédermatologie. Cet exemple qui est ici provient du Pays Basque en Espagne, et on va faire de la télédermatologie, de la dermatologie à distance avec une capture par un appareil photo numérique. Un autre exemple à peu près identique, c'est le suivi de la rétinopathie des diabétiques, hein. On va le faire avec un système de fond d'œil à distance, et pareil, on va pouvoir suivre le patient à distance de l'hôpital. Autre exemple de maintien de personnes à domicile, et c'est la slide numéro 17, et c'est l'expérience du NHS en Écosse. L'expérience de NHS en Écosse qui est une expérience intéressante, puisqu'on va surveiller le patient avec la maison avec différents capteurs. Nous reviendrons tout à l'heure sur les problèmes de capteurs, hein, parce que c'est des sujets qui vont devenir de plus en plus intéressants. Ensuite, l'autre exemple que je vous cite ici, c'est le contrôle du patient à domicile. Il s'agit d'un patient qui est à domicile, dans lequel on va avoir différents paramètres. La slide 18 vous montre d'un côté le système de capteurs, et de l'autre côté les paramètres que l'on relève sur le patient. Alors, lorsqu'on fait tout ça, ça oblige le patient à devenir un vrai travailleur de la santé, hein, surtout s'il a une maladie chronique, et on a différents niveaux de management que l'on va avoir, le management de crise, lorsqu'il fait une crise dans sa maladie chronique, mais le management de sa vie tous les jours, le management du rôle du patient dans son processus chronique, le management du patient pour qu'il soit le mieux possible, qu'il se sente le mieux possible, et le management du process thérapeutique qu'on voit apparaître différent du niveau de management. Je vous parlais tout à l'heure des cartes, hein. Eh ben, l'exemple de la slide vous montre des cartes allemandes, les Gesundheitskarte, et les cartes, on aurait pu prendre la carte vitale en France, mais aussi la carte de la région de Lombardie en Italie, et qui sont des cartes de patients. Ensuite, on va introduire des cartes de professionnels de santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour permettre d'avoir les deux vues des données côté professionnel de patient et vu des données côté patient, eh ben on va utiliser, selon comment on va utiliser la carte, le système va renvoyer les bonnes vues, les bonnes informations dans le domaine. Donc la slide numéro 21 vous montre l'exemple de ce que fait les smart cards en Italie, hein, puisque c'est la carte italienne qui vous est présentée ici. Alors, l'autre chose que je voudrais vous parler tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler des capteurs. Ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que les capteurs deviennent de plus en plus puissants. Et il se passe aujourd'hui que l'on va, et ça c'est l'exemple de la slide numéro 22, construire des laboratoires biologiques. Et ces laboratoires biologiques, on va pouvoir avoir des laboratoires biologiques qui font beaucoup d'analyses très rapides dans ces hôpitaux, mais qui sont des grosses machines. Et on va avoir des machines que l'on va mettre chez le patient ou chez le médecin généraliste qui avant, vous envoyez faire votre analyse au laboratoire et vous reveniez le voir après. Là, vous allez faire l'analyse quand vous êtes devant votre médecin. Alors, l'opération suivante, c'est que ça peut se faire aussi dans des pharmacies. Ça, c'est l'exemple réel aujourd'hui que l'on voit en Suède où l'analyse est faite en pharmacie. Le pharmacien fait un petit rapport qui va vous permettre d'aller chez le médecin après. Donc c'est quelque chose qui est du réel aujourd'hui, ce qui n'est pas la science-fiction, hein, des éléments que l'on va apparaître. Le dernier élément important de l'arrivée de la télémédecine, c'est la robotique médicale. Vous voyez ici le macro-robot Da Vinci, mais celui-là il m'intéresse beaucoup moins que le micro-robot Check que vous avez juste sur le côté de vous voyez sur mon pouce. Hein. Ce micro-robot Check, c'est des micro-robots qui vont pouvoir aller travailler dans le corps humain, revenir après qu'ils aient travaillé.
Mais les robots, aujourd'hui, ça c'est la slide numéro 25, peuvent être utilisés pour d'autres choses, en particulier pour la réhabilitation des personnes, faire en sorte que les personnes puissent remarcher, et aujourd'hui on va voir l'intégration dans le corps humain de beaucoup de robotique, et je vous ai mis ici deux exemples de l'intégration de la robotique. Le premier exemple, c'est l'exosquelette. Les personnes vont pouvoir remarcher alors qu'ils étaient handicapés auparavant. Et l'autre exemple que je vous ai mis ici, c'est les biopiles. Les piles que l'on va introduire dans le corps humain, qui vont générer du courant et qui vont pouvoir faire fonctionner des organes artificiels. Donc c'est l'exemple, j'allais dire, sublime aujourd'hui de l'évolution de la télémédecine. Je reste la parole au professeur Ben Abdallah qui va commencer par la slide suivante à faire un état des lieux de ce qui se passe dans votre pays, l'Algérie. Voilà. Donc, je vais essayer de faire très rapidement un état des lieux de l'expérience de la pratique télémédicale entre le CHU de Tlemcen et l'université de Tlemcen. Donc, en slide 28, je présente un petit peu comment est l'avènement de la télémédecine suite à l'ingénierie de santé qui existe depuis longtemps. L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication a permis à la télémédecine donc de voir le jour et de permettre aux praticiens de la médecine de faire cette pratique médicale à distance. La slide numéro 29 présente donc la composition globale d'une chaîne télémédicale qui part du patient, source et destinataire de l'information médicale multimédia. Les data equipment, DTE, sont les dispositifs chargés de prélever sur le patient les informations multidimensionnelles représentatives de son état physiopathologique. Les codecs, codeurs, décodeurs sont chargés du transfert de ces informations du patient vers un terminal informatique local, quel qu'il soit, un PC, un smartphone aujourd'hui, une carte électronique, etc. Et les DCE, les Data Communication Equipment, ce sont les équipements qui permettent donc le transfert du poste local, du terminal informatique local vers un terminal informatique distant et vice-versa. Du terminal informatique distant, on peut contrôler par exemple un dispositif de suppléance d'organes physiologiques déficients. La slide numéro 30 montre donc l'architecture de la télémédecine au niveau de la circonscription géographique médicale de Tlemcen, où le CHU représente le dispositif central, autour duquel sont implantés les hôpitaux de proximité, comme celui de Nahama, de Sebdou, de Marnia, de Benissaf, de Remchi, ainsi que les centres de santé spécialisés, CSS, les cabinets privés et les centres de santé à vocation paramédicale. Donc nous avons dans la slide suivante, numéro 31, relié, mis en réseau ces différentes structures de santé afin d'initier un réseau télémédical régional, d'abord local au niveau du CHU, en Ethernet, ensuite avec les hôpitaux de proximité, etc., un intranet et un extranet, et puis nous avons réalisé une liaison que nous allons vous montrer tout à l'heure, internationale, par le biais du réseau Internet. Je présente maintenant un petit peu les thèmes de recherche qui sont engagés au laboratoire de génie biologique et médical par l'équipe télémédecine, notamment l'habitat intelligent pour la santé qui permet à un malade chronique d'être hospitalisé en son domicile et d'être suivi à distance de la même manière que s'il était dans un hôpital au moyen de capteurs et donc de moyens et de technologies de transmission. Ça, c'est le réseau global en slide numéro 33 de l'habitat intelligent pour la santé et les liaisons avec les dispositifs de télévigilance, de télémédecine, etc. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, le problème de la pratique télémédicale se pose en quelque sorte en termes d'aménagement du territoire. La slide numéro 34 nous montre une plateforme téléphysiologique
que nous avons implanté au niveau donc du laboratoire et qui est essentiellement à vocation software, puisque c'est une interface graphique qui peut être implémentée dans un centre de télévigilance et qui fait donc la téléacquisition en temps réel de signaux physiologiques du type électrophysiologique, du type électrocardiogramme, électromyogramme, etc. Pneumotachogramme, photoplétismogramme. Donc c'est des signaux unidimensionnels, c'est une grandeur physiologique qui varie au cours du temps et sa transmission via le réseau Internet. Donc, cette interface graphique contient aussi un pilote de télétraitement numérique du signal physiologique. Donc la slide numéro 35 montre donc la réalisation du pilote qui fait une analyse spatiale des signaux physiologiques, une analyse spectrale pour connaître le contenu spectral et un découpage temporel. Voici par exemple un exemple d'acquisition et d'affichage d'un signal électrocardiographique en slide numéro 36. En slide numéro 37, nous voyons comment, par simple sélection de n'importe quelle onde, le pilote permet l'affichage de son amplitude. La slide numéro 38 nous montre un exemple donc de découpage temporel, l'analyse temporelle d'un signal électrophysiologique par simple sélection des différentes ondes. On affiche directement leur durée, qui est une information pour le cardiologue importante. Un exemple de tracé du signal HRV, Heart Rate Variability, qui permet au cardiologue de dire que si le sujet présente ou non une arythmie, comme le montre le slide numéro 39. En slide 40, nous avons un exemple de tracé de la fonction d'autocorrélation d'un signal électrocardiographique. Je ne m'attarde pas sur l'interprétation de ces différents signaux, c'est juste la présentation de ce qu'on fait en matière de télémédecine arcane simple. Une slide qui montre le contenu spectral d'un signal ECG. Le cas ici d'un rétrécissement mitral en slide numéro 42. En slide 43, la sélection de toutes les ondes du signal ECG et le tracé du signal HRV avec les sélections d'un signal présentant une arythmie cardiaque. Son contenu spectral, ici c'est la slide numéro 46 montre l'exemple d'une exploration fonctionnelle respiratoire, toujours donc l'exploitation d'un signal physiologique unidimensionnel, acquisition, traitement et transfert. La slide numéro 47 montre l'enregistrement simultané de plusieurs signaux physiologiques, ECG, PTG, volume courant, dans le cas de la corrélation entre l'activité électrique du myocarde et l'activité ventilatoire et respiratoire de l'appareil respiratoire. Ici, je présente la plateforme téléradiologique donc du laboratoire de GBM qui contient un scanner au niveau de l'hôpital et tout le reste, c'est le laboratoire qui l'a implémenté, à savoir un réseau LAN qui permet de transmettre en local Urea Network l'image scanographique TDM à un émetteur qui sera chargé de le transmettre à un administrateur qui sera chargé de dispatcher pour expertise, pour téléexpertise, pour télédiagnostic l'image scanographique. Quand elle était encore sous forme de cliché, on devait passer par un scanner pour la numériser. Voici un exemple de transfert d'une image ici scanographique, ici radiographique conventionnelle, en slide 49, et l'interprétation donnée par un expert situé à l'Institut Pasteur à Paris, comme réponse aux questions concernant ici l'interprétation d'une image échographique. Celle-ci, c'est la même chose, mais en slide numéro 51, l'interprétation et le traitement et l'interprétation d'une image TDM. La plateforme téléanatomopathologique
qui est constitué en slide 52 d'un microscope et d'un appareil photonumérique, permet la numérisation des lames donc anatomopathologiques et leur transfert directement par le réseau Internet à un expert à Paris ou ailleurs à Marseille pour l'interprétation et pour la pose du diagnostic. Un exemple donc d'une plateforme que nous sommes en train de développer, qui ne contient actuellement que cet aspect, l'aspect du compagnonnage la téléchirurgie de compagnonnage, donc dédiée à la formation et à l'enseignement à la formation de jeunes chirurgiens. Donc c'est un axe de recherche que nous sommes en train donc de développer et pour le moment nous sommes donc à la réalisation du transfert du champ opératoire à partir du bloc opératoire vers par exemple un amphi de la fac de médecine où le chirurgien explique aux jeunes chirurgiens ce qu'il est en train de faire. Donc la vision c'est de développement, c'est la simulation virtuelle réelle pour le passage de 2D en 3D qui permet à un chirurgien de définir sa stratégie chirurgicale en image 3D. Ben voilà, moi je crois que j'ai terminé. Voilà. Merci Mohamed. Écoutez, je vous remercie de vous avoir écouté. Mohamed aussi qui est à côté de moi. Et puis une prochaine fois peut-être en vrai, c'est-à-dire pas avec un film, soit à Béjaïa, soit en Algérie, soit à Tlemcen, soit ici au CIS à Saint-Étienne. Et encore une fois, nous vous remercions de nous écouter. Et la dernière slide, vous avez nos coordonnées. On ne peut pas vous poser des questions avec cette vidéo, mais venez nous voir prochainement. À bientôt. Au revoir. Alors,